Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais m'excuser, je ne peux pas prendre part à la journée d'aujourd'hui parce que je suis en même temps en rencontre avec le CAPFEU, un comité ministériel dont je fais partie. Donc, je suis en même temps au CAPFEU ici. Donc, je vais donner ma présentation et je m'en vais les rejoindre de nouveau. Je vous rejoindrai cet après-midi. Avec Gaston Pinault. Voilà, donc comme Lucie l'a dit, je travaille, même plus que ça, même avec Paul, car malheureusement, Paul est dans l'Outaouais aujourd'hui, donc il n'a pas pu se joindre à moi pour cette présentation. J'ai eu envie, par le thème de ce 5e séminaire, du centenaire, j'ai eu envie de me faire un peu l'avocate du diable, comme j'aime bien le faire. Alors voilà, je vous propose donc une réflexion sur les travaux de Robert Bullard, que vous connaissez peut-être ou pas. Et les enjeux du vers en noir et blanc, en fait, c'est la traduction littérale d'un livre qu'il a écrit. Le sommaire de la présentation, alors, cinq questions. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Qui est Robert Bullard? Quel est son champ de recherche? Quel champ de recherche a-t-il construit? À partir de quoi? Comment est-ce qu'il publie? Comment est-ce qu'il communique son champ de recherche? Et surtout, comment est-ce qu'il s'y prend pour dire la détresse sociale et environnementale? Et bon, vers quoi? En fait, ce sont les apports possibles à nos domaines, donc au grand domaine de la recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, mais aussi, bon, j'espère bien que chacune pourra y retrouver donc des idées pour son propre domaine ou sujet de recherche. Alors, le pourquoi, voilà déjà. Le pourquoi? Eh bien, parce que les personnes de couleur sont sous-représentées, pour ne pas dire mal représentées dans le domaine de l'environnement. On n'associe pas les gens de couleur à l'environnementalisme. Eux-mêmes, les gens de couleur, se dissocient souvent des mouvements environnementaux, disant que nous on a autre chose à faire, on a la survie à assumer et donc on n'est pas là en train de penser à la protection de la nature, etc. Je ne sais pas si ce sont des discours que vous avez déjà entendus. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a lieu de parler carrément de racisme environnemental et ça a été l'un de ses chevaux de bataille, donc Robert Bullard. Et il établit un lien étroit donc entre race, classe et environnement. Alors donc c'est pour répondre à la thématique de ce 5e séminaire, bien sûr. Donc j'aimerais faire connaître sa pensée, ses concepts, etc. et faire valoir aussi la contribution des communautés noires, notamment, il est afro-états-unien, donc des communautés noires, notamment états-uniennes, à l'environnementalisme critique. Alors, qui est Robert Bullard? Alors, c'est ce beau monsieur ici. Alors, Paul et moi, nous avons eu le privilège, la chance de le rencontrer au mois de juillet dernier au congrès de l'Association internationale de sociologie à Yokohama, au Japon. Il est considéré donc comme le père de la justice environnementale. Donc, c'est un homme, afro-états-unien, comme vous le voyez, et il est né dans l'Alabama des années 40. Ce qui en soi est très éloquent. C'est un sociologue, mais tout en étant sociologue, c'est aussi un mari collaborateur. Pourquoi est-ce que je prends la peine de le noter? En fait, il est arrivé, donc, de la sociologie, il est arrivé à l'environnementalisme par le biais de sa femme, en fait, avocate, qui a eu à défendre un groupe de personnes qui luttaient contre le fait du rejet
de déchets toxiques dans leur environnement, dans leur quartier. Alors sa femme, ayant été appelée à défendre ces gens, lui en tant que sociologue s'est joint au travail de sa femme et c'est ainsi donc qu'il est entré dans l'environnementalisme. Donc professeur-chercheur dans une université dédiée aux Afro-États-Uniens, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, donc de Historical Black College and Universities, donc ce sont des institutions particulières aux États-Unis, mais dédiées aux Afro-États-Uniens. C'est aussi un activiste social et on dit aussi de lui que c'est un héros vert, avec tout ce que ça peut supposer. Le quoi? Donc son activisme à la fois académique et social. C'est un discours de dénonciation. Donc c'est un discours à la fois scientifique et un discours de dénonciation. C'est un combat contre l'injustice sociale et environnementale et aussi c'est la lutte pour la justice sociale et environnementale. Alors ici, l'un des livres qu'il a écrit, ce qu'il cherche à faire, c'est de montrer, d'analyser, de dénoncer le concept de racisme environnemental qu'on appelle aussi l'éco-racisme. Est-ce que vous avez déjà entendu ce? Non? Alors bon, ma présentation n'aura pas été vaine, non? Alors, qu'est-ce qu'il dénonce? Donc il y a plusieurs dimensions à sa pensée, à ses travaux. Il dénonce d'abord l'apartheid environnemental. Si vous avez visité les États-Unis, vous avez voyagé, vous avez sûrement noté que jusqu'à présent, en 2014, c'est encore l'apartheid environnemental. Il y a les quartiers de noirs, il y a des quartiers de blancs, et les deux ces quartiers-là sont assez étanches. Par exemple, moi, quand je vais aux États-Unis, dans ma famille, je peux passer une semaine, deux semaines sans pratiquement voir une personne de race blanche, en fait. Parce que ma famille habite donc dans les quartiers noirs. Donc, vraiment l'apartheid. Mais cet apartheid, c'est plus qu'une séparation. C'est qu'on se rend compte que cet apartheid donne lieu à des quartiers, donc les quartiers noirs, qui sont littéralement des sites de dépôt, de rejet de déchets toxiques. Et tout ça, ce sont donc des livres, je vous propose en même temps des images de livres qu'il a écrits à ce sujet. L'environnement nature, l'environnement bâti, lorsqu'il s'agit des Noirs, lorsqu'il s'agit des communautés noires, en fait, ce sont des sites de discrimination, de racisme au pluriel, d'inégalité. Alors, il dit qu'un indicateur qui ne trompe pas aux États-Unis, c'est bien ce qu'on appelle le zip code ou code postal. Alors, ces communautés noires font face à toutes sortes de vulnérabilités, donc vulnérabilités multiples, et aussi jouissent d'une protection inégale comparée aux autres communautés. La communauté autochtone est celle qui est qu'on pourrait comparer à celle qui se rapproche le plus des communautés noires aux États-Unis. Les effets différenciés de l'ouragan Katrina. Je pense que maintenant, Katrina est passé dans l'histoire. Dès qu'on dit Katrina, on ne pense plus au prénom d'une personne, mais on pense à cet ouragan qui a montré à la face de l'humanité justement ce racisme environnemental, cette différenciation dans les habitats, mais aussi dans les niveaux de protection et aussi dans les réactions du gouvernement en ce qui concerne les désastres naturels. Donc ici, c'est un autre livre que Robert Bullard a écrit à ce sujet. La pollution dans les habitats. Les communautés noires, donc, je ne sais pas si vous êtes aventurés dans des quartiers noirs. Habituellement, les Blancs n'aiment pas. Ou ont peur ou ne le font pas de toute manière. Alors, les habitats des communautés noires sont littéralement des sites pollués, des sites où l'environnement, on n'a pas pris soin de l'environnement et où, au contraire, même les enfants, regardez, donc se trouvent dans des environnements pollués, les aires de jeu, etc., sans discrimination d'âge ou quoi, mais les enfants aussi font face donc à des risques en ce qui concerne la santé environnementale.
Les communautés noires donc, font les frais d'un développement désordonné. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'environnement, c'est que même lorsqu'on parle de développement, on peut dire que les conséquences de ce développement effréné, désordonné, donc ces conséquences, les communautés noires les subissent également. Ces concepts clés, je dirais, les injustices sociales et environnementales. Et pour lui, injustice sociale et injustice environnementale ne sont pas deux entités distinctes qu'on pourrait le relier en allant trouver les points communs, les ressemblances, les dissemblances, etc. Pour lui, injustice sociale et injustice environnementale sont en fait le même phénomène, sont des facettes d'un même phénomène. Donc, il n'y a pas lieu de les regarder l'un indépendamment de l'autre, l'un séparément de l'autre. Et le socle de sa pensée environnementaliste réside dans ce concept de racisme environnemental qu'il décrit aussi comme un éco-racisme. Et moi, je prends la peine d'écrire au pluriel racisme parce qu'il y a tellement de formes différentes de racisme, et donc institutionnel, académique, épistémologique, civilisationnel, relationnel, interpersonnel, etc. Donc il y a lieu quand même de mettre même l'éco-racisme au pluriel. Alors pour lui, lutter pour la justice sociale et la justice environnementale, en fait, c'est le même combat. De la même manière, il n'y a pas lieu de les séparer. Oui. Donc les questions vertes ou environnementales, donc il les voit en noir et blanc. Donc en noir, donc du côté des noirs, donc les vulnérabilités environnementales, et du côté des blancs, les protections environnementales. Bien sûr, vous allez me dire que ce n'est pas vrai partout, dans toutes les communautés à majorité blanche, mais en tout cas, lorsqu'on compare, on peut dire que quand même, les Noirs sont nettement défavorisés. Qu'en est-il ici, au Canada? Je vous laisse la question. Donc, ici, il y a Kecheyan qui dit il n'y a pas de population mondiale unique. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux inégalités sociales et environnementales, en fait, il y a des populations mondiales qui, finalement, subissent les contre-coups des menaces environnementales de manière différente. Et de la même manière, on peut dire qu'il n'y a pas une crise écologique, il y a bien des crises, de multiples crises écologiques. Selon ce même auteur, la nature est donc un champ de bataille. Et pour les communautés noires, l'habitat est un champ de bataille tous les jours. Comment est-ce qu'il procède? Il procède par des mots et des images. Vous avez vu les images que j'ai montrées ici. Donc, ce sont des images qui montrent, qui dénoncent, qui choquent, qui indignent, qui touchent et qui interpellent. Et les mots qu'il emploie, ce sont des mots, en fait, slogans. Il y a derrière ces mots une sorte de poésie contestatrice, une sorte de hip-hop, une sorte de slam, ce qu'on appelle le spoken words, à la manière des jeunes noirs d'ailleurs. Donc, ça constitue d'une certaine manière une résistance épistémologique urbaine qui prend en compte tous ces genres littéraires, tous ces genres artistiques, mais pour communiquer une pensée scientifique, une pensée académique. Nous avons une collègue à McGill, Brown-Wanlow, justement, qui s'intéresse à cette littérature, slam, spoken words, à travers ses écrits, slam school, etc. Bon, je ne vais pas m'attarder au spoken word, vous connaissez sûrement ce genre littéraire, mais vers quoi on s'en va? Moi, je propose donc qu'on s'inspire de la résistance épistémologique urbaine, de la manière de dire, la manière de dénoncer, etc., pour aller à une résistance épistémologique académique. On attend le courage, je ne sais pas. Bien sûr que nous avons ici, chacun, nous assumons quand même une posture critique, politique, éthique. C'est vrai aussi de l'autre côté pour la résistance épistémologique urbaine. Cependant, je ne crois pas me tromper en disant que dans l'académie, nous sommes très frileux
nous sommes très timides en ce qui concerne des discours dénonciateurs, des images chocs, des mots coup de poing, spoken word, slam, que nous avons tendance à voir un peu comme des discours non scientifiques et donc indignes de l'académie. En ce sens-là, j'ai proposé dans un écrit de 2006 une résistance épistémologique que j'appelle en 4 re. Donc refuser, dire non, re-questionner, qui veut dire déconstruire, reconstruire, réaffirmer, et donc des défis donc, pour notre travail académique de chercheurs et d'activistes sociaux et académiques. Alors, le but, dans quelques secondes, de combattre le racisme environnemental et l'écoracisme dans l'académie. Je suis partisane d'une écologie politique, ici, comme dit Coach Yang, une écologie qui se fonde dans les autres problématiques. Elle n'est pas cloisonnée, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas, justement les inégalités, et elle s'adresse donc au lien accru entre la question écologique et le problème des inégalités. Je crois que je vais m'arrêter là. Il y aurait tellement à dire. Oui, voilà. Il faudra que tu nous envoies tes J'étais là.